Des jugements. 1. Rien ne ressemble plus à la vive persuasion que le mauvais entêtement. De là, les partis, les cabales, les hérésies. 2. L'on ne pense pas toujours constamment d'un même sujet. L'entêtement et le dégoût se suivent de près. 3. Les grandes choses étonnent et les petites rebutent. Nous nous apprivoisons avec les unes et les autres par l'habitude. 4. Deux choses toutes contraires nous préviennent également, l'habitude et la nouveauté. 5. Il n'y a rien de plus bas et qui convienne mieux au peuple que de parler en des termes magnifiques de ceux mêmes dont l'on pensait très modestement avant leur élévation. 6. La faveur des princes n'exclut pas le mérite et ne le suppose pas aussi. 7. Il est étonnant qu'avec tout l'orgueil dont nous sommes gonflés et la haute opinion que nous avons de nous-mêmes et de la bonté de notre jugement, nous négligions de nous en servir pour prononcer sur le mérite des autres. La vogue, la faveur populaire, celle du prince, nous entraîne comme un torrent. Nous louons ce qui est loué, bien plus que ce qui est louable. 8. Je ne sais s'il n'y a rien au monde qui coûte davantage à approuver et à louer que ce qui est plus digne d'approbation et de louange. Et si la vertu, le mérite, la beauté, les bonnes actions, les beaux ouvrages ont un effet plus naturel et plus sûr que l'envie, la jalousie et l'antipathie, ce n'est pas d'un saint dont un dévot sait dire du bien, mais d'un autre dévot. Si une belle femme approuve la beauté d'une autre femme, on peut conclure qu'elle a mieux que ce qu'elle approuve. Si un poète loue les vers d'un autre poète, il y a à parier qu'ils sont mauvais et sans conséquence. 9. Les hommes ne se goûtent qu'à peine les uns les autres, n'ont qu'une faible pente à s'approuver réciproquement. Action, conduite, pensée, expression, rien ne plaît, rien ne contente. Ils substituent à la place de ce qu'on leur récite, de ce qu'on leur dit ou de ce qu'on leur lit, ce qu'ils auraient fait eux-mêmes en pareille conjoncture, ce qu'ils penseraient ou ce qu'ils écriraient sur un tel sujet, et ils sont si pleins de leurs idées qu'il n'y a plus de place pour celles d'autrui. 10. Le commun des hommes est si enclin au dérèglement et à la bagatelle, et le monde est si plein d'exemples, ou pernicieux ou ridicules, que je croirais assez que l'esprit de singularité, s'il pouvait avoir ses bornes et ne pas aller trop loin, approcherait fort de la droite raison et d'une conduite régulière. Il faut faire comme les autres, maxime suspecte, qui signifie presque toujours « il faut mal faire ». Dès que l'on étend au-delà de ces choses purement extérieures, qui n'ont point de suite, qui dépendent de l'usage, de la mode ou des bienséances. 11. Si les hommes sont hommes, plutôt qu'ours et panthères, s'ils sont équitables, s'ils se font justice eux-mêmes, et qu'ils la rendent aux autres, que deviennent les lois, leurs textes et le prodigieux accablement de leurs commentaires? Que devient le pétitoire et le possessoire, et tout ce qu'on appelle jurisprudence? Où se réduisent même ceux qui doivent tout leur relief et toute leur enflure à l'autorité où ils sont établis de faire valoir ces mêmes lois? Si ces mêmes hommes ont de la droiture et de la sincérité, s'ils sont guéris de la prévention, où sont évanouies les disputes de l'école, la scolastique et les controverses, s'ils sont tempérants, chastes et modérés, que leur sert le mystérieux jargon de la médecine, et qui est une mine d'or pour ceux qui s'avisent de le parler. Légistes, docteurs, médecins, quelle chute pour vous, si nous pouvions tous nous donner le mot de devenir sages. De combien de grands hommes, dans les différents exercices de la paix et de la guerre, aurait-on dû se passer? À quel point de perfection et de raffinement n'a-t-on pas porté de certains arts et de certaines sciences qui ne devaient point être nécessaires et qui sont dans le monde comme des remèdes à tous les maux dont notre malice est l'unique source? Que de choses depuis Varron, que Varron a ignoré! Ne nous suffirait-il pas même de n'être savant que comme Platon ou comme Socrate? 12.
tel à un sermon, à une musique, ou dans une galerie de peinture, a entendu à sa droite et à sa gauche, sur une chose précisément la même, des sentiments précisément opposés. Cela me ferait dire volontiers que l'on peut hasarder, dans tout genre d'ouvrage, d'y mettre le bon et le mauvais. Le bon plaît aux uns et le mauvais aux autres. L'on ne risque guère davantage d'y mettre le pire. Il a ses partisans. 13. Le phénix de la poésie chantante renaît de ses cendres. Il a vu mourir et revivre sa réputation en un même jour. Ce juge, même si infaillible et si ferme dans ses jugements, le public, a varié sur son sujet. Ou il se trompe, ou il s'est trompé. Celui qui prononcerait aujourd'hui que Q en un certain genre est mauvais poète parlerait presque aussi mal que s'il eût dit il y a quelque temps « il est bon poète ». 14. CP était fort riche et CN ne l'était pas. La Pucelle et Rodogune méritaient chacune une autre aventure. Ainsi, l'on a toujours demandé pourquoi, dans telle ou telle profession, celui-ci avait fait sa fortune et cet autre l'avait manqué. Et en cela, les hommes cherchent la raison de leurs propres caprices qui, dans les conjonctures pressantes de leurs affaires, de leurs plaisirs, de leur santé et de leur vie, leur font souvent laisser les meilleurs et prendre les pires. 15. La condition des comédiens était infâme chez les Romains et honorable chez les Grecs. Qu'est-elle chez nous ? On pense d'eux comme les Romains, on vit avec eux comme les Grecs. 16. Il suffisait à Bathile d'être pantomime pour être couru des dames romaines, à Roé de danser au théâtre, à Rossi et à Nérine de représenter dans les chœurs pour s'attirer une foule d'amants. La vanité et l'audace, suite d'une trop grande puissance, avaient ôté aux Romains le goût du secret et du mystère. Ils se plaisaient à faire du théâtre public celui de leurs amours. Ils n'étaient point jaloux de l'amphithéâtre et partageaient avec la multitude les charmes de leur maîtresse. Leur goût n'avait qu'à laisser voir qu'ils aimaient, non pas une belle personne ou une excellente comédienne, mais une comédienne. 17. Rien ne découvre mieux dans quelle disposition sont les hommes à l'égard des sciences et des belles lettres, et de quelle utilité ils les croient dans la République, que le prix qu'ils y ont mis, et l'idée qu'ils se forment de ceux qui ont pris le parti de les cultiver. Il n'y a point d'art si mécanique, ni de si viles conditions où les avantages ne soient plus sûrs, plus prompts et plus solides. Le comédien, couché dans son carrosse, jette de la boue au visage de Corneille qui est à pied. Chez plusieurs, savant et pédant sont synonymes. Souvent où le riche parle, et parle de doctrine, c'est aux doctes à se taire, à écouter, à applaudir, s'ils veulent du moins ne passer que pour doctes. 18. Il y a une sorte de hardiesse à soutenir devant certains esprits la honte de l'érudition. L'on trouve chez eux une prévention tout établie contre les savants, à qui ils ôtent les manières du monde, le savoir-vivre, l'esprit de société, et qu'ils renvoient ainsi dépouillés à leur cabinet et à leurs livres. Comme l'ignorance est un état paisible et qui ne coûte aucune peine, l'on s'y range en foule, et elle forme à la cour et à la ville un nombreux parti qui l'emporte sur celui des savants. S'ils allèguent en leur faveur les noms d'Estrée, de Harlay, Bossuet, Seguier, Montossier, Varde, Chevreuse, Novion, Lamoignon, Scudéry, Pélisson et de tant d'autres personnages également doctes et polis, s'ils osent même citer les grands noms de Chartres, de Condé, de Conti, de Bourbon, du Maine, de Vendôme, comme de princes qui ont su joindre aux plus belles et aux plus hautes connaissances et l'atticisme des Grecs et l'urbanité des Romains, l'on ne feint point de leur dire que ce sont des exemples singuliers, et s'ils ont recours à de solides raisons, elles sont faibles contre la voix de la multitude. Il semble néanmoins que l'on devrait décider sur cela avec plus de précaution, et se donner seulement la peine de douter si ce même esprit qui fait faire de si grands progrès dans les sciences, qui fait bien penser, bien juger, bien parler et bien écrire, ne pourrait point encore servir à être poli. Il faut très peu de fond pour la politesse dans les manières, il en faut beaucoup
pour celle de l'esprit. 19. Il est savant, dit un politique. Il est donc incapable d'affaires. Je ne lui confierai l'état de ma garde-robe. Et il a raison. Oh ça, Ximénès, Richelieu était savant. Était-il habile? Ont-ils passé pour de bons ministres? Il sait le grec, continue l'homme d'État. C'est un Grimaud, c'est un philosophe. Et en effet, une fruitière à Athènes, selon les apparences, parlait grec, et pour cette raison était philosophe. Les Bignons, les Lamoignons, étaient de purs Grimaud, qui peut en douter? Ils savaient le grec. Quelle vision, quel délire aux grands, aux sages, aux judicieux Antonin, de dire qu'alors les peuples seraient heureux si l'empereur philosophait, ou si le philosophe ou si le Grimaud venait à l'Empire. Les langues sont la clé ou l'entrée des sciences, et rien davantage. Le mépris des unes tombe sur les autres. Il ne s'agit point si les langues sont anciennes ou nouvelles, mortes ou vivantes, mais si elles sont grossières ou polies, si les livres qu'elles ont formés sont d'un bon ou d'un mauvais goût. Supposons que notre langue pût un jour avoir le sort de la grecque et de la latine. Serait-on pédant, quelques siècles après, qu'on ne la parlerait plus, pour lire Molière ou La Fontaine? 20. Je nomme Euripyle, et vous dites, c'est un bel esprit. Vous dites aussi de celui qui travaille une poutre, il est charpentier, et de celui qui refait un mur, il est maçon. Je vous demande, quel est l'atelier où travaille cet homme de métier, ce bel esprit? Quelle est son enseigne? À quel habit le reconnaît-on? Quels sont ses outils? Est-ce le coin? Sont-ce le marteau ou l'enclume? Où fend-il? Où cogne-t-il son ouvrage? Où l'expose-t-il en vente? Un ouvrier se pique d'être ouvrier. Euripyle se pique-t-il d'être bel esprit? S'il est tel, vous me peignez un fat qui met l'esprit en roture, une âme vile et mécanique, à qui ni ce qui est beau, ni ce qui est esprit ne saurait s'appliquer sérieusement. Et s'il est vrai qu'il ne se pique de rien, je vous entends. C'est un homme sage et qui a de l'esprit. Ne dites-vous pas encore du savant Tasse, il est bel esprit, et ainsi du mauvais poète? Mais vous-même, vous croyez-vous sans aucun esprit? Et si vous en avez, c'est sans doute de celui qui est beau et convenable. Vous voilà donc un bel esprit. Ou, s'il s'en faut peu que vous ne preniez ce nom pour une injure, continuez, j'y consens, de le donner à Euripyle et d'employer cette ironie contre les sots sans le moindre discernement. Ou comme les ignorants, qu'elle console d'une certaine culture qui leur manque et qu'ils ne voient que dans les autres. 21. Qu'on ne me parle jamais d'encre, de papier, de plume, de style, d'imprimeur, d'imprimerie. Qu'on ne se hasarde plus de me dire « Vous écrivez si bien, Antisthène, continuez d'écrire. Ne verrons-nous point de vous un in-folio ?» Traité de toutes les vertus et de tous les vices dans un ouvrage suivi, méthodique, qui n'est point de fin. Il devrait ajouter « et nul cours ». Je renonce à tout ce qui a été, qui est et qui sera livre. Béryl tombe en syncope à la vue d'un chat et moi à la vue d'un livre. Suis-je mieux nourri et plus lourdement vêtu? Suis-je dans ma chambre à l'abri du Nord? Ai-je un lit de plumes après 20 ans entiers qu'on me débite dans la place? J'ai un grand nom, dites-vous, et beaucoup de gloire. Dites que j'ai beaucoup de vent qui ne sert à rien. Ai-je un grain de ce métal qui procure toutes ces choses? Le vil praticien grossit son mémoire, se fait rembourser des frais qu'il n'avance pas, et il a pour gendre un comte ou un magistrat. Un homme rouge ou feuille morte devient commis, et bientôt plus riche que son maître. Il le laisse dans la roture, et avec de l'argent, il devient noble. B s'enrichit à montrer dans un cercle des marionnettes. Bébé à vendre en bouteille l'eau de la rivière. Un autre charlatan arrive ici, de là les monts avec une malle. Il n'est pas déchargé que des pensions courent, et il est prêt de retourner d'où il arrive avec des mulets et des fourgons. Mercure est Mercure et rien davantage, et l'or ne peut payer ses médiations et ses intrigues. On y ajoute la faveur et les distinctions. Et sans parler que de gains licites, on paye au tuilier sa tuile, et à l'ouvrier son temps et son ouvrage. Paye-t-on à un auteur ce qu'il pense et ce qu'il écrit?
S'il pense très bien, le paye-t-on très largement? S'anoblit-il à force de penser et d'écrire juste? Il faut que les hommes soient habillés, qu'ils soient rasés. Il faut que, retirés dans leur maison, ils aient une porte qui ferme bien. Est-il nécessaire qu'ils soient instruits? Folie, simplicité, imbécilité, continue Antisthène, de mettre l'enseigne d'auteur ou de philosophe. Avoir, s'il se peut, un office lucratif qui rende la vie aimable, qui fasse prêter à ses amis et donner à ceux qui ne peuvent rendre. Écrire alors par jeu, par oisiveté, et comme Tityre siffle ou joue de la flûte, cela ou rien. J'écris à ces conditions, et je cède ainsi à la violence de ceux qui me prennent à la gorge et me disent « Vous écrirez ». Ils liront pour titre de mon nouveau livre du beau, du bon, du vrai, des idées, du premier principe, par Antisthène, vendeur de marais. 22. Si les ambassadeurs des princes étrangers étaient des singes instruits, à marcher sur leurs pieds de derrière et à se faire entendre par interprètes, nous ne pourrions pas marquer un plus grand étonnement que celui que nous donne la justesse de leurs réponses et le bon sens qui paraît quelquefois dans leurs discours. La prévention du pays, jointe à l'orgueil de la nation, nous fait oublier que la raison est de tous les climats et que l'on pense juste partout où il y a des hommes. Nous n'aimerions pas à être traités ainsi de ceux que nous appelons barbares. Et s'il y a en nous quelque barbarie, elle consiste à être épouvantés de voir d'autres peuples raisonner comme nous. Tous les étrangers ne sont pas barbares et tous nos compatriotes ne sont pas civilisés. De même, toute campagne n'est pas agreste et toute ville n'est pas polie. Il y a dans l'Europe un endroit d'une province maritime d'un grand royaume où le villageois est doux et insinuant, le bourgeois au contraire et le magistrat grossier, et dont la rusticité est héréditaire. 23. Avec un langage si pur, une si grande recherche dans nos habits, des mœurs si cultivées, de si belles lois et un visage blanc, nous sommes barbares pour quelques peuples. 24. Si nous entendions dire des orientaux qu'ils boivent ordinairement d'une liqueur qui leur monte à la tête, leur fait perdre la raison et les fait vomir, nous dirions « Cela est bien barbare ». 25. Ce prélat se montre peu à la cour. Il n'est de nul commerce, on ne le voit point avec des femmes. Il ne joue ni à grande ni à petite prime. Il n'assiste ni aux fêtes ni aux spectacles. Il n'est point homme de cabale et il n'a point l'esprit d'intrigue. Toujours dans son évêché, où il fait une résidence continuelle, il ne songe qu'à instruire son peuple par la parole et à l'édifier par son exemple. Il consume son bien en des aumônes et son corps par la pénitence. Et il n'a que l'esprit de régularité, et il est imitateur du zèle et de la piété des apôtres. Les temps ont changé, et il est menacé sous ce règne d'un titre plus éminent. 26. Ne pourrait-on point faire comprendre aux personnes d'un certain caractère et d'une profession sérieuse, pour ne rien dire de plus, qu'ils ne sont point obligés à faire dire d'eux qu'ils jouent, qu'ils chantent et qu'ils badinent comme les autres hommes, et qu'à les voir si plaisants et si agréables. On ne croirait point qu'ils fussent d'ailleurs si réguliers et si sévères. Oserait-on même leur insinuer qu'ils s'éloignent par de telle manière de la politesse dont ils se piquent, qu'elle assortit au contraire et conforme les dehors aux conditions, qu'elle évite le contraste et de montrer le même homme sous des figures différentes et qui font de lui un composé bizarre ou un grotesque. 27. Il ne faut pas juger des hommes comme d'un tableau ou d'une figure, sur une seule et première vue. Il y a un intérieur et un cœur qu'il faut approfondir. Le voile de la modestie couvre le mérite et le masque de l'hypocrisie cache la malignité. Il n'y a qu'un très petit nombre de connaisseurs qui discernent et qui soient en droit de prononcer. Ce n'est que peu à peu, et forcé par le temps et les occasions, que la vertu parfaite et le vice consommé viennent enfin à se déclarer. 28. Fragment. Il disait que l'esprit dans cette belle personne était un diamant bien mis en œuvre, et continuant de parler d'elle, c'est, ajoutait-il,
comme une nuance de raison et d'agrément qui occupe les yeux et le cœur de ceux qui lui parlent. On ne sait si on l'aime ou si on l'admire. Il y a en elle de quoi faire une parfaite amie. Il y a aussi de quoi vous mener plus loin que l'amitié. Trop jeune et trop fleurie pour ne pas plaire, mais trop modeste pour songer à plaire. Elle ne tient compte aux hommes que de leur mérite et ne croit avoir que des amis. Pleine de vivacité et capable de sentiments, elle surprend et elle intéresse, et sans rien ignorer de ce qui peut entrer de plus délicat et de plus fin dans les conversations, elle a encore ses saillies heureuses, qui, entre autres plaisirs qu'elles font, dispensent toujours de la réplique. Elle vous parle comme celle qui n'est pas savante, qui doute et qui cherche à s'éclaircir. Et elle vous écoute comme celle qui sait beaucoup, qui connaît le prix de ce que vous lui dites, et auprès de qui vous ne perdez rien de ce qui vous échappe. Loin de s'appliquer à vous contredire avec esprit et d'imiter Elvire, qui aime mieux passer pour une femme vive que marquée du bon sens et de la justesse. Elle s'approprie vos sentiments, elle les croit siens, elle les étend, elle les embellit. Vous êtes content de vous, d'avoir pensé si bien et d'avoir mieux dit encore que vous n'aviez cru. Elle est toujours au-dessus de la vanité, soit qu'elle parle, soit qu'elle écrive. Elle oublie les traits où il faut des raisons. Elle a déjà compris que la simplicité est éloquente. S'il s'agit de servir quelqu'un et de vous jeter dans les mêmes intérêts, laissant à Elvire les jolis discours et les belles lettres qu'elle met à tous usages, Arténis n'emploie auprès de vous que la sincérité, l'ardeur, l'empressement et la persuasion. Ce qui domine en elle, c'est le plaisir de la lecture, avec le goût des personnes de nom et de réputation, moins pour en être connue que pour les connaître. On peut la louer d'avance de toute la sagesse qu'elle aura un jour et de tout le mérite qu'elle se prépare par les années, puisqu'avec une bonne conduite, elle a de meilleures intentions, des principes sûrs, utiles à ceux qui sont comme elle, exposés aux soins et à la flatterie. Et qu'étant assez particulière sans pourtant être farouche, ayant même un peu de penchant pour la retraite, il ne lui saurait peut-être manquer que les occasions ou ce qu'on appelle un grand théâtre pour y faire briller toutes ses vertus. 29. Une belle femme est aimable dans son naturel. Elle ne perd rien à être négligée et sans autre parure que celle qu'elle tire de sa beauté et de sa jeunesse. Une grâce naïve éclate sur son visage, anime ses moindres actions. Il y aurait moins de péril à la voir, avec tout l'attirail de l'ajustement et de la mode. De même, un homme de bien est respectable par lui-même, et indépendamment de tous les dehors dont il voudrait s'aider pour rendre sa personne plus grave et sa vertu plus spécieuse. Un air réformé, une modestie outrée, la singularité de l'habit, une ample calotte n'ajoute rien à la probité, ne relève pas le mérite. Ils le fardent et font peut-être qu'il est moins pur et moins ingénu. Une gravité trop étudiée devient comique. Ce sont comme des extrémités qui se touchent et dont le milieu est dignité. Cela ne s'appelle pas être grave, mais en jouer le personnage. Celui qui songe à les devenir ne le sera jamais. Où la gravité n'est point, où elle est naturelle, et il est moins difficile d'en descendre que d'y monter. 30. Un homme de talent et de réputation, s'il est chagrin et austère, il effarouche les jeunes gens, les fait penser mal de la vertu, et la leur rend suspecte d'une trop grande réforme et d'une pratique trop ennuyeuse. S'il est au contraire d'un bon commerce, il leur est une leçon utile. Il leur apprend qu'on peut vivre gaiement et laborieusement, avoir des vues sérieuses sans renoncer au plaisir honnête. Il leur devient un exemple qu'on peut suivre. 31. La physionomie n'est pas une règle qui nous soit donnée pour juger des hommes. Elle nous peut servir de conjecture. 32. L'air spirituel est dans les hommes ce que la régularité des traits est dans les femmes. C'est le genre de beauté où les plus vains puissent aspirer. 33. Un homme qui a beaucoup de mérite et d'esprit et qui est connu pour tel n'est pas laid, même avec des traits qui sont difformes. Ou, s'il a de la laideur, elle ne fait pas son impression. 34. Combien d'art pour rentrer dans la nature, combien de temps, de règles, d'attention et de travail pour danser avec la même liberté et la même grâce que l'on sait marcher. Pour chanter comme on parle,
parler et s'exprimer comme l'on pense, jeter autant de force, de vivacité, de passion et de persuasion dans un discours étudié et que l'on prononce dans le public, qu'on en a quelquefois naturellement et sans préparation dans les entretiens les plus familiers. 35. Ceux qui, sans nous connaître assez, pensent mal de nous, ne nous font pas de tort. Ce n'est pas nous qu'ils attaquent, c'est le fantôme de leur imagination. 36. Il y a de petites règles, des devoirs, des bienséances attachées au lieu, au temps, aux personnes qui ne se devinent point à force d'esprit et que l'usage apprend sans nulle peine. Juger des hommes par les fautes qui leur échappent en ce genre, avant qu'ils soient assez instruits, c'est en juger par leurs ongles ou par la pointe de leurs cheveux. C'est vouloir un jour être détrompé. 37. Je ne sais s'il est permis de juger des hommes par une faute qui est unique, et si un besoin extrême ou une violente passion ou un premier mouvement tirent à conséquence. 38. Le contraire des bruits qui courent, des affaires ou des personnes est souvent la vérité. 39. Sans une grande raideur et une continuelle attention à toutes ces paroles, on est exposé à dire en moins d'une heure le oui ou le non sur une même chose ou sur une même personne, déterminé seulement par un esprit de société et de commerce qui entraîne naturellement à ne pas contredire celui-ci et celui-là, qui en parlent différemment. 40. Un homme partial est exposé à de petites mortifications. Car comme il est également impossible que ceux qu'il favorise soient toujours heureux ou sages, et que ceux contre qui il se déclare soient toujours en faute ou malheureux, il n'est de là qu'il lui arrive souvent de perdre contenance dans le public, ou par le mauvais succès de ses amis, ou par une nouvelle gloire qu'acquièrent ceux qu'il n'aime point. 41. Un homme sujet à se laisser prévenir, s'il ose remplir une dignité, ou séculière ou ecclésiastique, est un aveugle qui veut peindre, un muet qui s'est chargé d'une harangue, un sourd qui juge d'une symphonie. Faibles images, et qui n'expriment qu'imparfaitement la misère de la prévention. Il faut ajouter qu'elle est un mal désespéré, incurable, qui infecte tous ceux qui s'approchent du malade, qui fait déserter les égaux, les inférieurs, les parents, les amis, jusqu'aux médecins. Ils sont bien éloignés de le guérir s'ils ne peuvent le faire convenir de sa maladie, ni des remèdes, qui seraient d'écouter, de douter, de s'informer et de s'éclaircir. Les flatteurs, les fourbes, les calomniateurs, ceux qui ne délient leur langue que pour le mensonge et l'intérêt, sont les charlatans en qui ils se confient et qui lui font avaler tout ce qui leur plaît. Ce sont eux aussi qui l'empoisonnent et qui le tuent. 42. La règle de Descartes, qui ne veut pas qu'on décide sur les moindres vérités avant qu'elles soient connues clairement et distinctement, est assez belle et assez juste pour devoir s'étendre au jugement que l'on fait des personnes. 43. Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements que les hommes font de notre esprit, de nos mœurs et de nos manières, que l'indignité et le mauvais caractère de ceux qu'ils approuvent. Du même fond dont on néglige un homme de mérite, l'on sait encore admirer un sot. 44. Un sot est celui qui n'a pas même ce qu'il faut d'esprit pour être fat. 45. Un fat est celui que les sots croient un homme de mérite. 46. L'impertinent est un fat outré. Le fat lasse, ennuie, dégoûte, rebute. L'impertinent rebute, aigrit, irrite, offense. Il commence où l'autre finit. Le fat est entre l'impertinent et le sot. Il est composé de l'un et de l'autre. 47. Les vices partent d'une dépravation du cœur, les défauts d'un vice de tempérament, le ridicule d'un défaut d'esprit. L'homme ridicule est celui qui, tant qu'il demeure tel, a les apparences du sot. Le sot ne se tire jamais du ridicule, c'est son caractère. L'on y entre quelquefois avec de l'esprit, mais l'on en sort. Une erreur de fait jette un homme sage dans le ridicule.
La sottise est dans le sot, la fatuité dans le fa, et l'impertinence dans l'impertinent. Il semble que le ridicule réside tantôt dans celui qui est en effet ridicule, et tantôt dans l'imagination de ceux qui croient voir le ridicule, où il n'est point et ne peut être. 48. La grossièreté, la rusticité, la brutalité peuvent être les vices d'un homme d'esprit. 49. Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela plus supportable que le sot qui parle. 50. La même chose souvent est dans la bouche d'un homme d'esprit, une naïveté ou un bon mot, et dans celle d'un sot, une sottise. 51. Si le fat pouvait craindre de mal parler, il sortirait de son caractère. 52. L'une des marques de la médiocrité de l'esprit est de toujours compter. 53. Le sot est embarrassé de sa personne, le fat a l'air libre et assuré, l'impertinent passe à l'effronterie, le mérite a de la pudeur. 54. Le suffisant est celui en qui la pratique de certains détails que l'on honore du nom d'affaires se trouve jointe à une très grande médiocrité d'esprit. Un grain d'esprit et une once d'affaires, plus qu'il n'en entre dans la composition du suffisant, font l'important. Pendant qu'on ne fait que rire de l'important, il n'a pas un autre nom. Dès qu'on s'en plaint, c'est l'arrogant. 55. L'honnête homme tient le milieu entre l'habile homme et l'homme de bien, quoique dans une distance inégale de ces deux extrêmes. La distance qu'il y a de l'honnête homme à l'habile homme s'affaiblit de jour à autre et est sur le point de disparaître. L'habile homme est celui qui cache ses passions, qui entend ses intérêts, qui y sacrifie beaucoup de choses, qui a su acquérir du bien ou en conserver. L'honnête homme est celui qui ne vole pas sur les grands chemins et qui ne tue personne, dont les vices, enfin, ne sont pas scandaleux. On connaît assez qu'un homme de bien est honnête homme, mais il est plaisant d'imaginer que tout honnête homme n'est pas homme de bien. L'homme de bien est celui qui n'est ni un saint ni un dévot et qui s'est borné à n'avoir que de la vertu. 56. Talent, goût, esprit, bon sens, choses différentes, non incompatibles. Entre le bon sens et le bon goût, il y a la différence de la cause à son effet. Entre esprit et talent, il y a la proportion du tout à sa partie. Appellerais-je homme d'esprit celui qui, borné et renfermé dans quelque art, ou même dans une certaine science qu'il exerce dans une grande perfection, ne montre hors de là ni jugement, ni mémoire, ni vivacité, ni mœurs, ni conduite, qui ne m'entend pas, qui ne pense point, qui s'énonce mal, un musicien par exemple, qui après m'avoir comme enchanté par ses accords, semble s'être remis avec son luth dans un même étui, ou n'être plus sans cet instrument qu'une machine démontée, à qui il manque quelque chose, et dont il n'est pas permis de rien attendre. Que dirais-je encore de l'esprit du jeu ? Pourrait-on me le définir ? Ne faut-il ni prévoyance, ni finesse, ni habileté pour jouer l'ombre ou les échecs ? Et s'il en faut, pourquoi voit-on des imbéciles qui y excellent et de très beaux génies qui n'ont pu même atteindre la médiocrité, à qui une pièce ou une carte dans les mains trouble la vue et fait perdre contenance ? Il y a dans le monde quelque chose, s'il se peut, de plus incompréhensible. Un homme paraît grossier, lourd, stupide. Il ne sait pas parler ni raconter ce qu'il vient de voir. S'il se met à écrire, c'est le modèle des bons contes. Il fait parler les animaux, les arbres, les pierres, tout ce qui ne parle point. Ce n'est que légèreté, qu'élégance, que beau naturel et que délicatesse dans ses ouvrages. Un autre est simple, timide, d'une ennuyeuse conversation. Il prend un mot pour un autre, et il ne juge de la bonté de sa pièce que par l'argent qui lui en revient. Il ne sait pas la réciter, ni lire son écriture. Laissez-le s'élever par la composition. Il n'est pas au-dessous d'Auguste, de Pompée, de Nicomède, d'Héraclius. Il est roi, et un grand roi. Il est politique, il est philosophe. Il entreprend de faire parler des héros, de les faire agir. Il peint les Romains. Ils sont plus grands et plus romains dans ses vers que dans leur histoire. Voulez-vous quelque autre prodige ? Concevez un homme facile, doux, complaisant,
traitable et tout d'un coup violent, colère, fougueux, capricieux. Imaginez-vous un homme simple, ingénu, crédule, badin, volage, un enfant en cheveux gris. Mais permettez-lui de se recueillir, ou plutôt de se livrer à un génie qui agit en lui, j'ose dire, sans qu'il y prenne part et comme à son insu. Quelle verve, quelle élévation, quelles images, quelle latinité. Parlez-vous d'une même personne, me direz-vous? Oui, du même, de Théodas et de lui seul. Il crie, il s'agite, il se roule à terre, il se relève, il tonne, il éclate. Et du milieu de cette tempête, il sort une lumière qui brille et qui réjouit. Disons-le sans figure, il parle comme un fou et pense comme un homme sage. Il dit ridiculement des choses vraies et follement des choses sensées et raisonnables. On est surpris de voir naître et éclore le bon sens du sein de la bouffonnerie, parmi les grimaces et les contorsions. Qu'ajouterais-je davantage? Il dit, et il fait mieux qu'il ne sait. Ce sont en lui comme deux âmes qui ne se connaissent point, qui ne dépendent point l'une de l'autre, qui ont chacune leur tour ou leur fonction toutes séparées. Il manquerait un trait à cette peinture si surprenante si j'oubliais de dire qu'il est tout à la fois avide et insatiable de louanges, prêt de se jeter aux yeux de ses critiques et dans le fond, assez docile pour profiter de leur censure. Je commence à me persuader moi-même que j'ai fait le portrait de deux personnages tout différents. Il ne serait pas même impossible d'en trouver un troisième dans Théodas, car il est bon homme, il est plaisant homme et il est excellent homme. 57. Après l'esprit de discernement, ce qu'il y a au monde de plus rare, ce sont les diamants et les perles. 58. Tel, connu dans le monde par de grands talents, honoré et chéri partout où il se trouve, est petit dans son domestique et aux yeux de ses proches, qu'il n'a pu réduire à l'estimer. Tel autre, au contraire, prophète dans son pays, jouit d'une vogue qu'il a parmi les siens et qui est resserrée dans l'enceinte de sa maison, s'applaudit d'un mérite rare et singulier qui lui est accordé par sa famille dont il est l'idole, mais qu'il laisse chez soi toutes les fois qu'il sort et qu'il ne porte nulle part. 59. Tout le monde s'élève contre un homme qui entre en réputation. À peine ceux qu'il croit ses amis lui pardonnent-ils un mérite naissant et une première vogue qui semble l'associer à la gloire dont ils sont déjà en possession. L'on ne se rend qu'à l'extrémité, et après que le prince s'est déclaré par les récompenses, tous alors se rapprochent de lui, et de ce jour-là seulement, il prend son rang d'homme de mérite. 60. Nous affectons souvent de louer avec exagération des hommes assez médiocres et de les élever, s'il se pouvait, jusqu'à la hauteur de ceux qui excellent, ou parce que nous sommes là d'admirer toujours les mêmes personnes, ou parce que leur gloire, ainsi partagée, offense moins notre vue et nous devient plus douce et plus supportable. 61. L'on voit des hommes que le vent de la faveur pousse d'abord à pleine voile. Ils perdent en un moment la terre de vue et font leur route. Tout leur rit, tout leur succède. Action, ouvrage, tout est comblé d'éloges et de récompenses. Ils ne se montrent que pour être embrassés et félicités. Il y a un rocher immobile qui s'élève sur une côte. Les flots se brisent aux pieds. La puissance, les richesses, la violence, la flatterie, l'autorité, la faveur, tous les vents ne les branlent pas. C'est le public où ces gens échouent. 62. Il est ordinaire et comme naturel de juger du travail d'autrui seulement par rapport à celui qui nous occupe. Ainsi, le poète, rempli de grandes et sublimes idées, estime peu le discours de l'orateur, qui ne s'exerce souvent que sur de simples faits. Et celui qui écrit l'histoire de son pays ne peut comprendre qu'un esprit raisonnable emploie sa vie à imaginer des fictions et à trouver une rime. De même, le bachelier plongé dans les 4 premiers siècles traite toute autre doctrine de science triste, vaine et inutile, pendant qu'il est peut-être méprisé du géomètre. 63. Tel a assez d'esprit pour exceller dans une certaine matière et en faire des leçons, qui en manque pour voir qu'il doit se taire sur quelque autre dont il n'a qu'une faible connaissance. Il sort hardiment des limites de son génie, mais il s'égare et fait que l'homme illustre parle comme un sot.
64. Érille, soit qu'il parle, qu'il harangue ou qu'il écrive, veut citer. Il fait dire au prince des philosophes que le vin enivre et à l'orateur romain que l'eau le tempère. S'il se jette dans la morale, ce n'est pas lui, c'est le divin Platon qui assure que la vertu est aimable, le vice odieux, ou que l'un et l'autre se tournent en habitude. Les choses les plus communes, les plus triviales, et qu'il est même capable de penser, il veut les devoir aux anciens, aux latins, aux grecs. Ce n'est ni pour donner plus d'autorité à ce qu'il dit, ni peut-être pour se faire honneur de ce qu'il sait. Il veut citer. 65. C'est souvent hasarder un bon mot et vouloir le perdre que de le donner pour sien. Il n'est pas relevé, il tombe avec des gens d'esprit ou qui se croient tels, qui ne l'ont pas dit et qui devaient le dire. C'est au contraire le faire valoir que de le rapporter comme d'un autre. Ce n'est qu'un fait, et qu'on ne se croit pas obligé de savoir. Il est dit avec plus d'insinuation et reçu avec moins de jalousie. Personne n'en souffre. On rit s'il faut rire, et s'il faut admirer, on admire. 66. On a dit de Socrate qu'il était en délire, et que c'était un fou, tout plein d'esprit. Mais ceux des Grecs qui parlaient ainsi d'un homme si sage passaient pour fous. Ils disaient « Quel bizarre portrait nous fait ce philosophe! Quelles mœurs étranges et particulières ne décrit-il point? Où a-t-il rêvé, creusé, rassemblé des idées si extraordinaires? Quelle couleur, quel pinceau! Ce sont des chimères !» Ils se trompaient. C'étaient des monstres, c'étaient des vices, mais peints au naturel. On croyait les voir, ils faisaient peur. Socrate s'éloignait du cynique. Il épargnait les personnes et blâmait les mœurs qui étaient mauvaises. 67. Celui qui est riche par son savoir-faire connaît un philosophe, ses préceptes, sa morale et sa conduite, et n'imaginant pas dans tous les hommes une autre fin de toutes leurs actions que celle qu'il s'est proposée lui-même toute sa vie, dit en son cœur « Je le plains, je le tiens échoué ce rigide censeur. » Il s'égare et il est hors de route. Ce n'est pas ainsi qu'on prend le vent et que l'on arrive au délicieux port de la fortune. Et selon ses principes, il raisonne juste. « Je pardonne, dit Antistius, à ceux que j'ai loués dans mon ouvrage s'ils m'oublient. Qu'ai-je fait pour eux? Ils étaient louables. Je le pardonnerai moins à tous ceux dont j'ai attaqué les vices, sans toucher à leur personne, s'ils me devaient un aussi grand bien que celui d'être corrigé. Mais comme c'est un événement qu'on ne voit point, il suit de là que ni les uns ni les autres ne sont tenus de me faire du bien. L'on peut, ajoute ce philosophe, envier ou refuser à mes écrits leur récompense. On ne saurait en diminuer la réputation, et si on le fait, qui m'empêchera de le mépriser? 68. Il est bon d'être philosophe. Il n'est guère utile de passer pour tel. Il n'est pas permis de traiter quelqu'un de philosophe. Ce sera toujours lui dire une injure jusqu'à ce qu'il ait plu aux hommes d'en ordonner autrement. Et en restituant à un si beau nom son idée propre et convenable, de lui concilier toute l'estime qui lui est due. 69. Il y a une philosophie qui nous élève au-dessus de l'ambition et de la fortune, qui nous égale, que dis-je, qui nous place plus haut que les riches, que les grands et que les puissants, qui nous fait négliger les postes et ceux qui les procurent, qui nous exempte de désirer, de demander, de prier, de solliciter, d'importuner, et qui nous sauve même l'émotion et l'excessive joie d'être exaucés. Il y a une autre philosophie qui nous soumet et nous assujettit à toutes ces choses en faveur de nos proches ou de nos amis. C'est la meilleure. 70. C'est abréger et s'épargner 1000 discours que de penser de certaines gens qu'ils sont incapables de parler juste et de condamner ce qu'ils disent, ce qu'ils ont dit et ce qu'ils diront. 71. Nous n'approuvons les autres que par les rapports que nous sentons qu'ils ont avec nous-mêmes, et il semble qu'estimer quelqu'un, c'est l'égaler à soi. 72. Les mêmes défauts qui dans les autres sont lourds et insupportables sont chez nous comme dans leur centre. Ils ne pèsent plus, on ne les sent pas. Tel parle d'un autre et en fait un portrait affreux qui ne voit pas qu'il se peint lui-même.
Rien ne nous corrigerait plus promptement de nos défauts que si nous étions capables de les avouer et de les reconnaître dans les autres. C'est dans cette juste distance que, nous paraissant tels qu'ils sont, ils se feraient haïr autant qu'ils le méritent. 73. La sage conduite roule sur deux pivots, le passé et l'avenir. Celui qui a la mémoire fidèle et une grande prévoyance est hors du péril de censurer dans les autres ce qu'il a peut-être fait lui-même, ou de condamner une action dans un pareil cas et dans toutes les circonstances où elle lui sera un jour inévitable. 74. Le guerrier et le politique, non plus que le joueur habile, ne font pas le hasard, mais ils le préparent, ils l'attirent et semblent presque le déterminer. Non seulement ils savent ce que le sot et le poltron ignorent, je veux dire se servir du hasard quand il arrive, ils savent quand même profiter, par leurs précautions et leurs mesures, d'un tel ou d'un tel hasard, et de plusieurs ou de plusieurs à la fois. Si ce point arrive, il gagne. Si c'est cet autre, il gagne encore. Un même point souvent les fait gagner de plusieurs manières. Ces hommes sages peuvent être loués de leur bonne fortune comme de leur bonne conduite, et le hasard doit être récompensé en eux comme la vertu. 75. Je ne mets au-dessus d'un grand politique que celui qui néglige de le devenir et qui se persuade de plus en plus que le monde ne mérite point qu'on s'en occupe. 76. Il y a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire. Ils viennent d'ailleurs que de notre esprit. C'est assez pour être rejeté d'abord par présomption et par humeur, et suivi seulement par nécessité ou par réflexion. 77. Quel bonheur surprenant à accompagner ce favori pendant tout le cours de sa vie. Quelle autre fortune mieux soutenue, sans interruption, sans la moindre disgrâce. Les premiers postes, l'oreille du prince, d'immenses trésors, une santé parfaite et une mort douce. Mais quel étrange compte à rendre d'une vie passée dans la faveur, des conseils que l'on a donnés, de ceux qu'on a négligé de donner ou de suivre, des biens que l'on n'a point faits, des maux, au contraire, que l'on a faits, ou par soi-même ou par les autres. En un mot, de toute sa prospérité. 78. L'on gagne à mourir d'être loué de ceux qui nous survivent, souvent sans autre mérite que celui de n'être plus. Le même éloge sert alors pour Caton et pour Pison. Le bruit court que Pison est mort, c'est une grande perte. C'était un homme de bien et qui méritait une plus longue vie. Il avait de l'esprit et de l'agrément, de la fermeté et du courage. Il était sûr, généreux, fidèle. Ajoutez, pourvu qu'il soit mort. 79. La manière dont on se récrie sur quelques-uns qui se distinguent par la bonne foi, le désintéressement et la probité, n'est pas tant leur éloge que le décréditement du genre humain. 80. Tel soulage les misérables, qui néglige sa famille et laisse son fils dans l'indigence. Un autre élève un nouvel édifice, qui n'a pas encore payé les plombs d'une maison qui est achevée depuis 10 années. Un troisième fait des présents et des largesses et ruine ses créanciers. Je demande, la pitié, la libéralité, la magnificence, sont-ce les vertus d'un homme injuste? Ou plutôt, si la bizarrerie et la vanité ne sont pas les causes de l'injustice? 81. Une circonstance essentielle à la justice que l'on doit aux autres, c'est de la faire promptement et sans différer. La faire attendre, c'est injustice. Ceux-là font bien, ou font ce qu'ils doivent, qui font ce qu'ils doivent. Celui qui, dans toute sa conduite, laisse longtemps dire de soi qu'il fera bien, fait très mal. 82. L'on dit d'un grand qui tient table 2 fois le jour et qui passe sa vie à faire digestion qu'il meurt de faim pour exprimer qu'il n'est pas riche, ou que ses affaires sont fort mauvaises. C'est une figure, on le dirait plus à la lettre de ses créanciers. 83. L'honnêteté, les égards et la politesse des personnes avancées en âge de l'un et l'autre sexe me donnent bonne opinion de ce qu'on appelle le vieux temps. 84. C'est un excès de confiance dans les parents d'espérer tout de la bonne éducation de leurs enfants, et une grande erreur de n'en attendre rien,
et de la négliger. 85. Quand il serait vrai, ce que plusieurs disent, que l'éducation ne donne point à l'homme un autre cœur ni une autre complexion, qu'elle ne change rien dans son fond et ne touche qu'aux superficies, je ne laisserai pas de dire qu'elle ne lui est pas inutile. 86. Il n'y a que de l'avantage pour celui qui parle peu. La présomption est qu'il a de l'esprit, et s'il est vrai qu'il n'en manque pas, la présomption est qu'il l'a excellent. 87. Ne songez qu'à soi et au présent, source d'erreur dans la politique. 88. Le plus grand malheur, après celui d'être convaincu d'un crime, est souvent d'avoir eu à s'en justifier. Tels arrêts nous déchargent et nous renvoient absous, qui sont infirmés par la voix du peuple. 89. Un homme est fidèle à de certaines pratiques de religion. On le voit s'en acquitter avec exactitude. Personne ne le loue ni ne le désapprouve. On n'y pense pas. Tel autre y revient après les avoir négligés 10 années entières. On se récrie, on l'exalte, cela est libre. Moi, je le blâme d'un si long oubli de ses devoirs et je le trouve heureux d'y être rentré. 90. Le flatteur n'a pas assez bonne opinion de soi ni des autres. 91. Tels sont oubliés dans la distribution des grâces et font dire d'eux. Pourquoi les oublier ? Qui, si l'on s'en était souvenu, aurait fait dire. Pourquoi s'en souvenir ? D'où vient cette contrariété ? Est-ce du caractère de ces personnes ou de l'incertitude de nos jugements, ou même de tous les deux ? 92. L'on dit communément, après un tel, qui sera chancelier ? Qui sera primat des Gaules ? Qui sera pape ? On va plus loin. Chacun, selon ses souhaits ou son caprice, fait sa promotion, qui est souvent de gens plus vieux et plus caducs que celui qui est en place. Et comme il n'y a pas de raison qu'une dignité tue celui qui s'en trouve revêtu, qu'elle sert au contraire à le rajeunir et à donner au corps et à l'esprit de nouvelles ressources, ce n'est pas un événement fort rare à un titulaire d'enterrer son successeur. 93. La disgrâce éteint les haines et la jalousie. Celui-là peut bien faire, qui ne nous aigrit plus par une grande faveur. Il n'y a aucun mérite. Il n'y a sorte de vertu qu'on ne lui pardonne. Il serait un héros impunément. Rien n'est bien d'un homme disgracié. Vertu, mérite, tout est dédaigné ou mal exprimé, ou mal expliqué, ou imputé à vice. Qu'il ait un grand cœur, qu'il ne craigne ni le fer ni le feu, qu'il aille d'aussi bonne grâce à l'ennemi que Bayard et Montrevel. C'est un bravache, on en plaisante. Il n'a plus de quoi être un héros. Je me contredis, il est vrai. Accusez-en les hommes dont je ne fais que rapporter les jugements. Je ne dis pas de différents hommes, je dis les mêmes qui jugent si différemment. 94. Il ne faut pas 20 années accomplies pour voir changer les hommes d'opinion sur les choses les plus sérieuses, comme sur celles qui leur ont paru les plus sûres et les plus vraies. Je ne hasarderai pas d'avancer que le feu en soi, et indépendamment de nos sensations, n'a aucune chaleur, c'est-à-dire rien de semblable à ce que nous éprouvons en nous-mêmes à son approche, de peur que quelques jours il ne devienne aussi chaud qu'il n'a jamais été. J'assurerai aussi peu qu'une ligne droite tombant sur une autre ligne droite fait 2 angles droits, ou égaux à 2 droits, de peur que les hommes venant à y découvrir quelque chose de plus ou de moins, je ne sois raillé de ma proposition. Aussi, dans un autre genre, je dirais à peine, avec toute la France, Vauban est infaillible, on n'en appelle point. Qui me garantirait que peu de temps, on n'insinuera pas que même sur le siège, qui est son fort et où il décide souverainement, il erre quelquefois, sujet aux fautes comme Antiphile. 95. Si vous en croyez des personnes aigries l'une contre l'autre et que la passion domine, l'homme docte est un savantas, le magistrat un bourgeois ou un praticien, le financier un maltautier et le gentilhomme un gentillâtre. Mais il est étrange que de si mauvais noms, que la colère et la haine ont su inventer, deviennent familiers, et que le dédain, tout froid et tout paisible qu'il est,
ose s'en servir. 96. Vous vous agitez. Vous vous donnez un grand mouvement, surtout lorsque les ennemis commencent à fuir et que la victoire n'est plus douteuse, ou devant une ville, après qu'elle a capitulé. Vous aimez, dans un combat ou pendant un siège, apparaître en 100 endroits pour n'être nulle part, à prévenir les ordres du général, de peur de les suivre, et à chercher les occasions plutôt que de les attendre et les recevoir. Votre valeur serait-elle fausse ? 97. Faites garder aux hommes quelques postes où ils puissent être tués, où néanmoins ils ne soient pas tués. Ils aiment l'honneur et la vie. 98. À voir comme les hommes aiment la vie, pouvait-on soupçonner qu'ils aimassent quelque autre chose plus que la vie, et que la gloire qu'ils préfèrent à la vie ne fût souvent qu'une certaine opinion d'eux-mêmes établie dans l'esprit de 1000 gens, ou qu'ils ne connaissent point, ou qu'ils n'estiment point. 99. Ceux qui, ni guerriers ni courtisans, vont à la guerre et suivent la cour, qui ne font pas un siège, mais qui y assistent, ont bientôt épuisé leur curiosité sur une place de guerre, quelque surprenante qu'elle soit, sur la tranchée, sur l'effet des bombes et du canon, sur les coups de main, comme sur l'ordre et le succès d'une attaque qu'ils entrevoient. La résistance continue, les pluies surviennent, les fatigues croissent, on plonge dans la fange, on a à combattre les saisons et l'ennemi, on peut être forcé dans ces lignes et enfermé entre une ville et une armée. Quelles extrémités! On perd courage, on murmure. Est-ce un si grand inconvénient que de lever un siège ? Le salut de l'État dépend-il d'une citadelle de plus ou de moins ? Ne faut-il pas, ajoute-t-il, fléchir sous les ordres du ciel qui semble se déclarer contre nous et remettre la partie à un autre temps ? Alors ils ne comprennent plus la fermeté. Et s'ils osaient dire l'opiniâtreté du général, qui se raidit contre les obstacles, qui s'anime par la difficulté de l'entreprise, qui veille la nuit et s'expose le jour pour la conduire à sa fin. A-t-on capitulé ? Ces hommes si découragés relèvent l'importance de cette conquête, en prédisent les suites, exagèrent la nécessité qu'il y avait de la faire, le péril et la honte qui suivaient de s'en désister, prouvent que l'armée qui nous couvrait des ennemis était invincible. Ils reviennent avec la cour, passent par les villes et les bourgades, fiers d'être regardés de la bourgeoisie qui est aux fenêtres, comme ceux mêmes qui ont pris la place. Ils en triomphent par les chemins, ils se croient braves. Revenus chez eux, ils vous étourdissent de flancs, de redans, de ravelins, de fausses braies, de courtines et de chemins couverts. Ils se rendent compte des endroits où l'envie de voir les a portés, et où ils ne laissaient pas d'y avoir du péril, des hasards qu'ils ont courus à leur retour, d'être pris ou tués par l'ennemi. Ils taisent seulement qu'ils ont eu peur. 100. C'est le plus petit inconvénient du monde que de demeurer court dans un sermon ou dans une harangue. Il laisse à l'orateur ce qu'il a d'esprit, de bon sens, d'imagination, de mœurs et de doctrine. Il ne lui ôte rien. Mais on ne laisse pas de s'étonner que les hommes, ayant voulu une fois y attacher une espèce de honte et de ridicule, s'exposent par de longs et souvent d'inutiles discours, à en courir tout le risque. 101. Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté. Comme ils le consument à s'habiller, à manger, à dormir, à de sots discours, à se résoudre sur ce qu'ils doivent faire, et souvent à ne rien faire. Ils en manquent pour leurs affaires ou pour leur plaisir, ceux au contraire qui en font un meilleur usage en ont de reste. Il n'y a point de ministre si occupé qui ne sache perdre chaque jour 2 heures de temps. Cela va loin à la fin d'une longue vie, et si le mal est encore plus grand dans les autres conditions des hommes, quelle perte infinie ne se fait pas dans le monde d'une chose si précieuse, et dont l'on se plaint qu'on n'a point assez. 102. Il y a des créatures de Dieu qu'on appelle des hommes, qui ont une âme, qui est esprit, dont toute la vie est occupée et toute l'attention est réunie à scier du marbre. Cela est bien simple, c'est bien peu de choses. Il y en a d'autres qui s'en étonnent, mais qui sont entièrement inutiles, et qui passent les jours à ne rien faire. C'est encore moins que de scier du marbre. 103.
La plupart des hommes oublient si fort qu'ils ont une âme et se répandent en tant d'actions et d'exercices où il semble qu'elle est inutile, que l'on croit parler avantageusement de quelqu'un en disant qu'il pense. Cet éloge même est devenu vulgaire, qui pourtant ne met cet homme qu'au-dessus du chien ou du cheval. 104. À quoi vous divertissez-vous? À quoi passez-vous le temps? Vous demandent les sots et les gens d'esprit. Si je réplique que c'est à ouvrir les yeux et à voir, à prêter l'oreille et à entendre, avoir la santé, le repos, la liberté, ce n'est rien dire. Les solides biens, les grands biens, les seuls biens ne sont pas comptés, ne se font pas sentir. Jouez-vous? Masquez-vous? Il faut répondre. Est-ce un bien pour l'homme que la liberté, si elle peut être trop grande et trop étendue, telle enfin qu'elle ne serve qu'à lui faire désirer quelque chose, qui est d'avoir moins de liberté? La liberté n'est pas oisiveté, c'est un usage libre du temps, c'est le choix du travail et de l'exercice. Être libre, en un mot, n'est pas ne rien faire, c'est être seul arbitre de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait point. Quel bien en ce sens que la liberté! 105. César n'était point trop vieux pour penser à la conquête de l'univers. Il n'avait point d'autre béatitude à se faire que le cours d'une belle vie et un grand nom après sa mort. Né fier, ambitieux et se portant bien comme il faisait, il ne pouvait mieux employer son temps qu'à conquérir le monde. Alexandre était bien jeune pour un dessein si sérieux. Il est étonnant que dans ce premier âge, les femmes ou le vin n'aient plutôt rompu son entreprise. 106. Un jeune prince d'une race auguste. L'amour et l'espérance des peuples, donnés du ciel pour prolonger la félicité de la terre. Plus grand que ses aïeux. Fils d'un héros qui est son modèle, a déjà montré à l'univers par ses divines qualités et par une vertu anticipée que les enfants des héros sont plus proches de l'être que les autres hommes. 107. Si le monde dure seulement 100 millions d'années, il est encore dans toute sa fraîcheur et ne fait presque que commencer. Nous-mêmes, nous touchons aux premiers hommes et aux patriarches, et qui pourra ne nous pas confondre avec eux dans des siècles si reculés? Mais si l'on juge par le passé de l'avenir, quelles choses nouvelles nous sont inconnues dans les arts, dans les sciences, dans la nature, et j'ose dire dans l'histoire? Quelles découvertes ne fera-t-on point? Quelles différentes révolutions ne doivent pas arriver sur toute la face de la terre, dans les États et dans les empires? Quelle ignorance est la nôtre? Et quelle légère expérience que celle de 6 ou 7 000 ans. 108. Il n'y a point de chemin trop long à qui marche lentement et sans se presser. Il n'y a point d'avantage trop éloigné à qui s'y prépare par la patience. 109. Ne faire sa cour à personne, ni attendre de quelqu'un qu'il vous fasse la sienne. Douce situation, âge d'or, état de l'homme le plus naturel. 110. Le monde est pour ceux qui suivent les cours ou qui peuplent les villes. La nature n'est que pour ceux qui habitent la campagne. Eux seuls vivent, eux seuls du moins connaissent qu'ils vivent. 111. Pourquoi me faire froid et vous plaindre de ce qui m'est échappé sur quelques jeunes gens qui peuplent les cours? Êtes-vous vicieux, ô Thraciles? Je ne le savais pas et vous me l'apprenez. Ce que je sais est que vous n'êtes plus jeune. Et vous, qui voulez être offensé personnellement de ce que j'ai dit de quelques grands, ne criez-vous point de la blessure d'un autre? Êtes-vous dédaigneux, malfaisant, mauvais plaisant, flatteur, hypocrite? Je l'ignorais et ne pensais pas à vous. J'ai parlé des grands. 112. L'esprit de modération et une certaine sagesse dans la conduite laissent les hommes dans l'obscurité. Il leur faut de grandes vertus pour être connus et admirés, ou peut-être de grands vices. 113. Les hommes, sur la conduite des grands et des petits indifféremment, sont prévenus, charmés, enlevés par la réussite. Il s'en faut peu que le crime heureux ne soit loué comme la vertu même et que le bonheur ne tienne lieu de toutes les vertus. C'est un noir attentat. C'est une sale et odieuse entreprise que celle que le succès ne saurait justifier. 114.
Les hommes, séduits par de belles apparences et de spécieux prétextes, goûtent aisément un projet d'ambition que quelques grands ont médité. Ils en parlent avec intérêt. Il leur plaît même par la hardiesse ou par la nouveauté que l'on lui impute. Ils y sont déjà accoutumés et n'en attendent que le succès, lorsque, venant au contraire à avorter, ils décident avec confiance et sans nulle crainte de se tromper qu'il était téméraire et ne pouvait réussir. 115. Il y a de tels projets, d'un si grand éclat et d'une conséquence si vaste, qui font parler les hommes si longtemps, qui font tant espérer ou tant craindre, selon les divers intérêts des peuples, que toute la gloire et toute la fortune d'un homme y sont commises. Il ne peut pas avoir paru sur la scène avec un si bel appareil pour se retirer sans rien dire. Quelques affreux périls qu'il commence à prévoir dans la suite de son entreprise, il faut qu'il l'entame. Le moindre mal pour lui est de la manquer. 116. Dans un méchant homme, il n'y a pas de quoi faire un grand homme. Louer ses vues et ses projets, admirer sa conduite. Exagérer son habileté à se servir des moyens les plus propres et les plus courts pour parvenir à ses fins. Si ces fins sont mauvaises, la prudence n'y a aucune part. Et où manque la prudence, trouvez la grandeur, si vous le pouvez. 117. Un ennemi est mort qui était à la tête d'une armée formidable, destinée à passer le Rhin. Il savait la guerre et son expérience pouvait être secondée de la fortune. Quel feu de joie a-t-on vu, quelle fête publique. Il y a des hommes au contraire naturellement odieux et dont l'aversion devient populaire. Ce n'est point précisément par les progrès qu'ils font, ni par la crainte de ceux qu'ils peuvent faire, que la voix du peuple éclate à leur mort et que tout tressaille jusqu'aux enfants, dès que l'on murmure dans les places que la terre enfin en est délivrée. 118. Ô temps, ô mœurs, s'écrie Héraclite, ô malheureux siècle, siècle rempli de mauvais exemples, où la vertu souffre, où le crime domine, où il triomphe. Je veux être un Lycaon, un Aégiste. L'occasion ne peut être meilleure, ni les conjonctures plus favorables, si je désire du moins de fleurir et de prospérer. Un homme dit « Je passerai la mer, je dépouillerai mon père de son patrimoine, je le chasserai, lui, sa femme, son héritier, de ses terres et de ses états. » Et comme il l'a dit, il l'a fait. Ce qu'il devait appréhender, c'était le ressentiment de plusieurs rois qui l'outragent en la personne d'un seul roi. Mais ils tiennent pour lui. Ils lui ont presque dit « Passez la mer, dépouillez votre père, montrez à tout l'univers qu'on peut chasser un roi de son royaume, ainsi qu'un petit seigneur de son château ou un fermier de sa métairie. Qu'il n'y ait plus de différence entre de simples particuliers et nous. Nous sommes là de ces distinctions. Apprenez au monde que ces peuples que Dieu a mis sous nos pieds peuvent nous abandonner, nous trahir, nous livrer, se livrer eux-mêmes à un étranger, et qu'ils ont moins à craindre de nous que nous d'eux et de leur puissance. Qui pourrait voir des choses aussi tristes avec des yeux secs et une âme tranquille? Il n'y a point de charge qui n'ait leur privilège. Il n'y a aucun titulaire qui ne parle, qui ne plaide, qui ne s'agite pour les défendre. La dignité royale seule n'a plus de privilège. Les rois eux-mêmes y ont renoncé. Un seul, toujours bon et magnanime, ouvre ses bras à une famille malheureuse. Tous les autres se liguent comme pour se venger de lui et de l'appui qu'il donne à une cause qui leur est commune. L'esprit de pique et de jalousie prévaut chez eux à l'intérêt de l'honneur, de la religion et de leur état. Est-ce assez? À leur intérêt personnel et domestique, il y va, je ne dis pas de leur élection, mais de leur succession, de leurs droits comme héréditaires, enfin. Dans tous, l'homme l'emporte sur le souverain. Un prince délivrait l'Europe, se délivrait lui-même d'un fatal ennemi, allait jouir de la gloire d'avoir détruit un grand empire. Il la néglige pour une guerre douteuse. Ceux qui sont nés arbitres et médiateurs temporisent, et lorsqu'ils pourraient avoir déjà employé utilement leur médiation, ils la promettent. Ô pâtre, continue Héraclite, ô rustre qui habitez sous le chaume et dans les cabanes, si les événements ne vont point jusqu'à vous, si vous n'avez point le cœur percé par la malice des hommes, si on ne parle plus d'hommes dans vos contrées, mais seulement de renards et de loups cerviers, recevez-moi parmi vous à manger votre pain noir et à boire l'eau de vos citernes. 119. Petits hommes, hauts de 6 pieds,
tout au plus de 7, qui vous enfermez aux foires comme géants et comme des pièces rares dont il faut acheter la vue. Dès que vous allez jusqu'à 8 pieds, qui vous donnez sans pudeur de la hautesse et de l'éminence, qui est tout ce que l'on pourrait accorder à ces montagnes voisines du ciel et qui voit les nuages se former au-dessous d'elles. Espèce d'animaux glorieux et superbes, qui méprisez toute autre espèce, qui ne faites pas même comparaison avec l'éléphant et la baleine. Approchez, hommes, répondez un peu à Démocrite. Ne dites-vous pas, en commun proverbe, des loups ravissants, des lions furieux, malicieux comme un singe? Et vous autres, qui êtes-vous? J'entends corner sans cesse à mes oreilles. L'homme est un animal raisonnable. Qui vous a passé cette définition? Sont-ce les loups, les singes et les lions? Ou, si vous voulez accorder à vous-même? C'est déjà une chose plaisante que vous donniez aux animaux, vos confrères, ce qu'il y a de pire, pour prendre pour vous ce qu'il y a de meilleur. Laissez-les un peu se définir eux-mêmes, et vous verrez comme ils s'oublieront et comme vous serez traités. Je ne parle point, ô hommes, de vos légèretés, de vos folies et de vos caprices, qui vous mettent au-dessus de la taupe et de la tortue, qui vont sagement leur petit train et qui suivent sans varier l'instinct de leur nature. Mais écoutez-moi un moment. Vous dites d'un tiercelet de faucon qui est fort léger et qui fait une belle descente sur la perdrix. Voilà un bon oiseau. Et d'un lévrier qui prend un lièvre corps à corps. C'est un bon lévrier. Je consens aussi que vous disiez d'un homme qui court le sanglier, qui le met aux abois, qui l'atteint et qui le perce. Voilà un brave homme. Mais si vous voyez deux chiens qui s'aboient, qui s'affrontent, qui se mordent et se déchirent, vous dites « Voilà de sots animaux !» et vous prenez un bâton pour les séparer. Que si l'on vous disait que tous les chats d'un grand pays se sont assemblés par milliers dans une plaine, et qu'après avoir miaulé tous leurs sous, ils se sont jetés avec fureur les uns sur les autres, et ont joué ensemble de la dent et de la griffe, que de cette mêlée il est demeuré de part et d'autre 9 à 10 000 chats sur la place, qui ont infecté l'air à 10 lieues de là par leur puanteur, ne diriez-vous pas: voilà le plus abominable sabbat qu'on ait jamais ouï parler? Et si les loups en faisaient de même, quel hurlement, quelle boucherie! Et si les uns ou les autres vous disaient qu'ils aiment la gloire, concluriez-vous de ce discours qu'ils la mettent à se trouver à ce beau rendez-vous, à détruire ainsi et à anéantir leur propre espèce? Ou après l'avoir conclu, ne ririez-vous pas de tout votre cœur de l'ingénuité de ces pauvres bêtes? Vous avez déjà, en animaux raisonnables et pour vous, distingué de ceux qui ne se servent que de leurs dents et de leurs ongles. Imaginez les lances, les pics, les dards, les sabres et les cimeterres, et à mon gré, fort judicieusement, car avec vos seules mains, que pouviez-vous vous faire les uns les autres? Que vous arrachez les cheveux, vous égratignez au visage, ou tout au plus, vous arrachez les yeux de la tête, au lieu que vous voilà munis d'instruments commodes qui vous servent à vous faire réciproquement de larges plaies d'où peut couler votre sang jusqu'à la dernière goutte, sans que vous puissiez craindre d'en échapper. Mais comme vous devenez d'année à autre plus raisonnable, vous avez bien enchéri sur cette vieille manière de vous exterminer. Vous avez de petits globes qui vous tuent tout d'un coup, s'ils peuvent seulement vous atteindre à la tête ou à la poitrine. Vous en avez d'autres, plus pesants et plus massifs, qui vous coupent en deux parts ou qui vous éventrent, sans compter ceux qui, tombant sur vos toits, enfoncent les planchers, vont du grenier à la cave, en enlèvent les voûtes et font sauter en l'air avec vos maisons vos femmes qui sont en couche, l'enfant et la nourrice, et c'est là encore où gît la gloire. Elle aime le remue-ménage, et elle est personne d'un grand fracas. Vous avez d'ailleurs des armes défensives, et dans les bonnes règles, vous devez en guerre être habillé de fer, ce qui est sans mentir une jolie parure, et qui me fait souvenir de ces 4 puces célèbres que montrait autrefois un charlatan, subtil ouvrier, dans une fiole où il avait trouvé le secret de les faire vivre. Il leur avait mis à chacune une salade en tête, leur avait passé un corps de cuirasse, mis des brassards, des genouillères, la lance sur la cuisse, rien ne leur manquait. Et en cet équipage, elles allaient par sous et par bond dans leurs bouteilles. Feignez un homme de la taille du mont Athos. Pourquoi non? Une âme serait-elle embarrassée d'animer un tel corps? Elle en serait plus au large. Si cet homme avait la vue assez subtile pour vous découvrir quelque part sur la terre avec vos armes offensives et défensives,
Que croyez-vous qu'il penserait de petits marmousets ainsi équipés, et de ce que vous appelez guerre, cavalerie, infanterie, un mémorable siège, une fameuse journée? N'entendrai-je donc plus bourdonner d'autres choses parmi vous? Le monde ne se divise-t-il plus qu'en régiments et en compagnies? Tout est-il devenu bataillon ou escadron? Il a pris une ville, il en a pris une seconde, puis une troisième. Et il a gagné une bataille, 2 batailles. Il chasse l'ennemi, il vint sur mer, il vint sur terre. Est-ce de quelqu'un de vous autres? Est-ce d'un géant, d'un Athos que vous parlez? Vous avez surtout un homme pâle et livide, qui n'a pas sur soi 10 onces de chair et que l'on croirait jeter à terre du moindre souffle. Il fait néanmoins plus de bruit que 4 autres et met tout en combustion. Il vient de pêcher en eau trouble une île tout entière. Ailleurs, à la vérité, il est battu et poursuivi, mais il se sauve par les marais et ne veut écouter ni paix ni trêve. Il a montré de bonne heure ce qu'il savait faire. Il a mordu le sein de sa nourrice, elle en est morte, la pauvre femme. Je m'entends, il suffit. En un mot, il était né sujet, et il ne l'est plus. Au contraire, il est le maître, et ceux qu'il a domptés et mis sous le joug vont à la charrue et la bourre de mon courage. Il semble même appréhender, les bonnes gens, de pouvoir se délier un jour et de devenir libres, car ils ont étendu la courroie et allongé le fouet de celui qui les fait marcher. Ils n'oublient rien pour accroître leur servitude. Ils lui font passer l'eau pour se faire d'autres vassaux et s'acquérir de nouveaux domaines. Il s'agit, il est vrai, de prendre son père et sa mère par les épaules et de les jeter hors de la maison. Et il l'aide dans une si honnête entreprise. Les gens de Delalot et ceux d'en deçà se cotisent et mettent chacun du leur pour se le rendre à eux tous de jour en jour plus redoutable. Les Pictes et les Saxons imposent silence aux Bataves et ceux-ci aux Pictes et aux Saxons. Tous se peuvent vanter d'être ces humbles esclaves et autant qu'ils le souhaitent. Mais qu'entends-je de certains personnages qui ont des couronnes? Je ne dis des comtes ou des marquis, dont la terre fourmille, mais des princes et des souverains. Ils viennent trouver cet homme dès qu'il a sifflé. Ils se découvrent dès son antichambre et ils ne parlent que quand on les interroge. Sont-ce là ces mêmes princes si pointilleux, si formalistes sur leur rang et sur leur préséance, et qui consument pour les régler les mois entiers dans une diète? Que fera ce nouvel archonte pour payer une si aveugle soumission et pour gagner à une si haute idée qu'on a de lui? S'il se livre une bataille, il doit la gagner, et en personne. Si l'ennemi fait un siège, il doit le lui faire lever, et avec honte, à moins que tout l'océan ne soit entre lui et l'ennemi. Il ne saurait moins faire en faveur de ses courtisans. César lui-même ne doit-il pas venir engrossir le nombre? Il en attend du moins d'importants services, car ou l'archonte échouera avec ses alliés, ce qui est plus difficile qu'impossible à concevoir, ou s'il réussit et que rien ne lui résiste, le voilà tout porté, avec ses alliés jaloux de la religion et de la puissance de César, pour fondre sur lui, pour lui enlever l'aigle et le réduire, lui et son héritier, à la face d'argent et au pays héréditaire. Enfin, c'en est fait. Ils se sont tous livrés à lui volontairement, à celui peut-être de qui il devait se défier davantage. Ésope ne leur dirait pas. La jante volatile d'une certaine contrée prend l'alarme et s'effraie du voisinage du lion, dont le seul rugissement lui fait peur. Elle se réfugie auprès de la bête qui lui fait parler d'accommodement et la prend sous sa protection, qui se termine enfin à les croquer tous, l'un après l'autre.